Bien, une fois avoir présenté les boîtes avant, les calandres et les boîtes arrière, selon le code Théman, nous allons à présent passer à la classification des échangeurs. Comme nous l'avons dit, les échangeurs sont classés en trois grandes catégories. Soit ils sont appelés à plaques tubulaires fixes, c'est-à-dire que les plaques seront soudées à la calandre, les plaques tubulaires seront soudées à la calandre. Par conséquent, on l'a compris, ce sera impossible d'accéder à la calandre pour un éventuel nettoyage mécanique. Ça veut dire que le fluide qui circule côté calandre doit être propre. Nous avons aussi la classification qui consiste en des tubes en U. Et enfin, les échangeurs à tête flottante, externes ou internes. Donc, les voici, toutes les trois catégories, les voilà. Et observons attentivement les trois échangeurs. Ceux qu'on appelle la plaque tubulaire fixe se basent principalement sur les boîtes arrière L, M et N. Les échangeurs thermiques à tube en U sur la boîte arrière U. Et enfin, ceux dits à tête flottante, vous avez le choix entre la P, la S, la T et la W. Donc on le voit bien, en définitive, ce qui va distinguer les trois classes des échangeurs, c'est la boîte arrière. C'est le fond de calandre, c'est la boîte arrière. C'est pour ça que je n'avais pas parlé de la boîte avant. C'est les boîtes arrière qui vont pouvoir les distinguer ces trois catégories. Bien, alors on va maintenant essayer de voir la différence ou bien les caractéristiques des échangeurs pour pouvoir les distinguer, ces trois classes, dans un tableau. Donc comme j'ai déjà précisé tout à l'heure, il y a quelques instants, dans la diapo d'avant, pas la diapo d'avant, mais la séance d'avant, la 9e séance, puisqu'aujourd'hui c'est la 10e séance, ce qu'on va rencontrer les plus standards, ce sont ces boîtes. La boîte L, la boîte M pour les plaques tubulaires fixes, la U évidemment pour l'échangeur à tube en U, et la tête flottante S qui permet d'avoir une clearance très petite, très faible. Mais qui est en revanche, on l'a dit, elle présente un coût important. Alors observons un tout petit peu ces caractéristiques. Donc ils sont divisés donc ce tableau en trois grandes parties. Les échangeurs à plaques tubulaires fixes, à tube en U et à tête flottante, interne et externe. Donc comme on l'a dit, tout se passe en fait au niveau des boîtes arrière, L, M et N pour les plaques tubulaires fixes, la boîte arrière U pour le tube en U et S, T pour les internes et P et W que j'avais présenté pour les externes. Bien, les fluides, comme vous le voyez, caractéristiques du fluide sont volatiles et toxiques, puisqu'il n'y a pas de possibilité de mélangeage pour les plaques tubulaires fixes. La même chose pour les tubes en U. En revanche, là où il va y avoir des fuites, par exemple pour la P, il faut des fluides non volatiles et non toxiques parce que quand il y a fuite, elles vont se faire vers l'extérieur. Ne l'oubliez pas, quand il y avait le fouloir, ça pouvait passer entre les garnitures vers l'extérieur. Bien, les applications, comme on l'a dit, les plaques tubulaires fixes s'y exigent que le fluide circulant côté calandre doit être propre. En revanche, évidemment, le fluide circulant côté tube peut être encrassant. Pour le tube en U, c'est le fluide qui circule à l'intérieur des tubes qui doit être propre, puisque nous avons la partie qui est cintrée, qui est difficile d'accès. Quand je dis la partie cintrée, bien sûr, l'intérieur de la partie cintrée. Et enfin, pour les échangeurs à tête flottante, le fluide peut être encrassant aussi bien du côté tube que du côté calandre, puisque nous pouvons à chaque fois retirer le faisceau avec une certaine difficulté pour la S quand même, mais l'intérieur des tubes, il est accessible pour tous les cas, pour les cas S, T, P et W. Maintenant, il peut y avoir pour les dispositions, une disposition horizontale, telle que j'ai toujours présentée jusqu'à présent, mais on verra les verticales quand on abordera les condenseurs. Il y a donc les dispositions horizontales mais également verticales. Nous avons L qui assure une passe, M plusieurs passes,
N pour les fluides à grande pression et en même temps toxiques. Pour le U, ne convient pas aux échangeurs thermiques verticaux. Et enfin, pour ce qui est des têtes flottantes, la S convient aux fluides volatiles et toxiques avec des pressions pas très importantes parce qu'il y avait un risque de fuite vers l'extérieur. La T convient aux rebouilleurs qu'on verra vers la fin de cette partie de cours, l'avant-dernière partie plutôt. Et enfin, la P et la W sont réservées aux fluides non volatiles et non toxiques avec de faibles pressions parce que là aussi, il peut y avoir des fuites, comme on l'a vu pour le W, la séance précédente, au niveau de l'anneau lanterne qui présentait des orifices par lesquels le fluide côté calandre pouvait s'échapper vers l'extérieur. C'est tout ce que je dirais à propos de ces comparaisons. Maintenant, je vais passer à quelques assemblages que je vais faire avec vous. Nous commençons par l'échangeur le plus récurrent, le BEM. C'est celui qu'on trouvera toujours très répandu. Le voici, je vais assurer son assemblage. Donc il présente la boîte B bombée, la calandre E, une seule passe côté calandre, et la boîte qui est l'opposé de M, pardon, l'opposé de B, c'est la M. Donc je l'assemble comme ceci. Voici donc un échangeur avec la boîte B qui comporte une cloison de séparation de passes lorsqu'il y aura deux ou plusieurs passes, et où il y aura uniquement une seule passe quand il n'y aura pas justement cette cloison de séparation des passes. Donc je vais constituer cet échangeur BEM, c'est un échangeur donc à tube rectiligne et plaque tubulaire fixe, c'est-à-dire que la plaque tubulaire va être soudée à la calandre. Donc voici la calandre E, et je termine par la boîte arrière M, la voici. Ça c'est juste pour vous montrer le système de brides, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir boulonner une partie avec une autre. Alors je vais vous montrer, on va insister sur le BM, mais je vais quand même parler un tout petit peu de l'échangeur AEM et NEN. Voici BEM que je viens de présenter. Voici également le AEM, c'est-à-dire que la différence avec celui-ci, c'est que je vais choisir la boîte A. Elle est plus sympathique puisque je peux juste déboulonner le couvercle pour pouvoir accéder à l'intérieur des tubes. Alors qu'en revanche ici, il faut déboulonner toute la boîte puisque le bonnet est évidemment soudé à la boîte. Voici le AEM. Et enfin, nous verrons le NEN comme ceci. NEN. Donc ils sont, comme on l'a dit, utilisés lorsque j'ai affaire à la classification où les échangeurs sont classés dans la classe tubulaire fixe, les plaques tubulaires fixes. Ce sont les plus simples, ils présentent de très grandes surfaces. Ce sont les plus simples, les plaques tubulaires fixes. Il n'y a pas de joint d'étanchéité puisque la plaque tubulaire est soudée à la calandre. Les têtes en revanche sont boulonnées aux plaques tubulaires, évidemment. Pour la NEN, elle convient aux fluides, comme on l'a dit, toxiques et dangereux. Pour la NEN, la calandre et la tête sont soudées à la plaque, donc c'est un même ensemble. J'avais déjà commencé, enfin, j'ai déjà dit ça dans des précédentes séances et la séance précédente également. Le couvercle peut être soit de forme plate ou alors bombé. Nous avons dit que la forme bombée pouvait contenir de grandes pressions côté tube. Donc si le couvercle est plat, il peut être déboulonné. S'il est bombé, c'est plus compliqué, il faut enlever enfin tout le couvercle. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pouvait dire? Donc c'est les surfaces qui sont très importantes, moins coûteux par mètre carré de surface d'échange. Les surfaces sont très importantes dans une calandre pour un diamètre donné et une longueur de tube donnée. Le nombre de passes est réglable en fonction du cloisonnement que vous désirez mettre, c'est-à-dire les cloisons de séparation des passes, pour pouvoir faire augmenter les vitesses à l'intérieur des tubes. Le nettoyage à l'intérieur des tubes est très simple. En revanche, le nettoyage à l'extérieur des tubes ne se fera que par voie chimique, puisqu'on ne peut pas accéder à la calandre, puisque les plaques tubulaires sont fixées, sont soudées à la calandre. Et évidemment, il n'y a pas possibilité de dilatation des tubes, sauf si vous mettiez
un joint de dilatation pour pouvoir absorber sur la calandre, pour pouvoir absorber ces dilatations. Évidemment, quand je dis dilatation, n'oubliez pas, je parle de dilatation, mais il y a aussi la contraction. Dilatation et contraction. Et évidemment, quand je dis dilatation, ce ne sont pas des kilomètres de dilatation. De la séance précédente, quand je vous ai montré la dilatation, c'est-à-dire la translation de la plaque tubulaire mobile dans le capot, ce ne sont pas des mètres. Je vous avais montré à l'occasion d'une séance précédente que c'était en centimètres, pas plus, hein, c'était des centimètres. Quand c'était extraordinaire, c'était des centimètres. Là, voilà. Regardez, s'il vous plaît. J'avais pris 3 types de matériaux, du cuivre, de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable. Lorsque vous aviez 100 degrés, les dilatations en millimètres par mètre de longueur de tube, elles se situaient entre 1 jusqu'à 1,64 mm par mètre. Si maintenant l'écart était de 200 degrés, ça atteignait 3 mm par mètre. Donc si vous avez 4 mètres de longueur un tube, vous arrivez facilement au centimètre, 1 voire 2 centimètres, pas plus. C'est pour ça que je vous ai dit, les dilatations n'impliquent pas des mouvements d'ensemble qui sont sur des mètres, c'est au maximum quelques centimètres. Voilà, je reviens à là où j'étais pour vous présenter donc, j'étais ici, voilà. Donc on va maintenant voir un autre assemblage. J'ai parlé de tout ça. Oui, j'ai parlé de tout ça, oui. Nous allons voir un échangeur, on va assembler ensemble un échangeur qu'on a dit le BEM, celui qui est très récurrent, on le trouvera partout, que voici. Donc la question qui vous est posée, combien de passes y a-t-il dans cet échangeur côté calandre? Côté calandre, il y a une seule passe, c'est la calandre E. Et côté tube, il y a évidemment 2 passes, puisqu'il y a cette cloison de séparation des passes qui se trouve sur la boîte avant. Et la boîte avant est munie évidemment des 2 tubulures, la tubulure d'entrée et la tubulure de sortie. La tubulure d'entrée et la tubulure de sortie. Ici, je vous présente un autre type où vous avez ici une réduction de la boîte arrière sous forme tronconique comme ceci. Évidemment, quand vous avez ce système, il ne peut y avoir 2 passes côté tube. C'est réservé uniquement pour une seule passe côté tube. Une seule passe uniquement côté tube. On ne peut pas mettre plus de passes côté tube. Une seule passe. Continuons. Donc voici toujours l'échangeur BEM. Alors, chaque boîte ne comporte qu'une tubulure, évidemment, puisqu'il y a une seule passe. Et évidemment, je l'ai déjà aussi dit, le BM, c'est le plus récurrent. Vous le retrouverez presque partout dans toute l'industrie. C'est lui que vous trouverez. Nous allons voir maintenant un deuxième assemblage ensemble. Le voici. C'est un échangeur CEM. CEM. Alors, c'est la boîte un peu compliquée, mais pas trop. C'est là où la plaque tubulaire était soudée à la boîte avant, mais le couvercle était démontable. La E, c'est la calandre qui présente une seule passe côté calandre. Et la M, c'est exactement l'opposé de B, c'est-à-dire qu'elle est bombée, comme ceci. Donc voici la C, vous voyez bien que la plaque tubulaire fixe, elle est soudée complètement à la boîte avant. Nous mettons maintenant la calandre, que voici la calandre E. Et donc vous voyez que la boîte ainsi que le couvercle viennent se boulonner sur la calandre. Et à l'arrière, vous avez la boîte arrière type B où le fond est bombé, comme ceci. Alors, il y a une cloison de séparation des passes. Pourquoi? C'est pour créer 2 passes côté tube. Alors, avant que vous voyiez, il y a ici une erreur qui est flagrante qu'il faudra retrouver. D'abord, je vais juste, avant de vous présenter l'erreur, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La boîte avant comporte 2 tubulures, une d'entrée, une de sortie du produit qui passe à l'intérieur des tubes. Bien, alors la question est la voici. Où est-ce qu'elle est l'erreur? Ici, dans ce schéma, il y a une erreur qui est là et qu'on devrait détecter facilement. Ben, vous la voyez, c'est cette tubulure qui est présente ici sur la boîte arrière. Elle n'a pas lieu d'y être. En effet, lorsqu'il y a une cloison de séparation des passes, les 2 tubulures sont portées par la même boîte, c'est-à-dire la boîte avant. Donc supprimons cette
tubulure qui n'a rien à voir ici. Donc enlevons là, la voici, elle est partie. Donc voici comment ce qu'on présente l'échangeur CEM que je viens de vous présenter. Nous allons à présent aller voir un autre assemblage avec aussi beaucoup d'erreurs. Ça va être l'échangeur suivant, BFU. Alors il est très intéressant. B, fond bombé, support de grande pression côté tube. La boîte arrière, on me dit que c'est des tubes en U, la forme en U, la voici. Et la calandre F. La calandre F, c'est celle qui me permet de procurer 2 passes côté calandre puisqu'elle est munie d'une chicane longitudinale. Vous voyez ici la couleur en aubergine, c'est la chicane longitudinale. Alors cette chicane longitudinale elle a un inconvénient notable, c'est le problème des fuites où il fallait mettre ces bandes d'étanchéité. On avait dit aussi qu'on ne pouvait pas souder cette calandre sur cette chicane sur toute la calandre, puisque ensuite il y aura le problème d'extraction du faisceau qui sera très compliqué à faire. Donc voilà globalement cet échangeur BFU. Donc il permet aussi, donc on le sait, la dilatation des tubes, puisque chaque tube peut se dilater indépendamment de l'autre. Donc où est-ce qu'elles sont les erreurs? Je vais commencer d'abord par on l'a dit, désolé, j'aurais dû vous avertir. Alors, nous avons 2 passes côté calandre comme je l'ai dit. Si je mets la tubulure, les 2 tubulures aux 2 extrémités de la calandre, les 2 extrémités de la calandre, c'est pas du tout intelligent puisque le fluide, quand il entrera, il va ressortir et vous aurez ici un court-circuit, c'est-à-dire que toute cette partie-là ne sera pas mouillée par le fluide côté calandre. Donc nous l'avons dit pour une calandre type F, les 2 tubulures doivent se situer à la même extrémité, celle qui est soudée, celle où la chicane longitudinale est soudée à la boîte avant, ou bien à la plaque tubulaire. Donc je vais déplacer cette tubulure vers la gauche, comme ceci. Voici la première erreur. Alors la deuxième erreur, tout le monde la voit, elle est flagrante aussi. Nous avons un système de tube en U. On ne comprend pas comment se fait-il qu'il y ait une tubulure dans le couvercle de la calandre. Donc il ne peut pas y avoir ceci. D'abord, mettons un peu la circulation du fluide. Le voici qui circule. La première passe côté calandre et la seconde passe côté calandre. Je répète, faisons circuler le fluide dans la calandre. L'entrée par la tubulure supérieure, première passe, deuxième passe. Alors, on l'a dit, ici il y a une erreur, puisque il est impossible pour un tube en U d'avoir cette configuration. Nous avons dit que le tube en U impose au minimum 2 passes côté calandre. 2 passes. Il ne peut pas y avoir une seule passe. 2 passes. Par conséquent, je l'ai compris, cette tubulure n'existe pas. Elle devrait être là, comme ceci. Je vais l'enlever. Maintenant, j'ai mis mes 2 tubulures sur ma boîte avant. Il faut impérativement faire quelque chose. Sinon, il va y avoir, comme on l'a dit pour la calandre, un court-circuit. C'est-à-dire que tout le fluide qui arrive par la tubulure va en ressortir. Donc je vais mettre la cloison de séparation des passes ici, comme ceci. Voilà. J'ai mis donc cette cloison de séparation des passes. À présent, je suis certain que le fluide va pouvoir circuler dans les tubes, premier passage et second passage. Voici les erreurs qui viennent de s'afficher. Donc faisons maintenant la suite, faisant circuler le fluide dans les tubes, comme ceci. Et ça revient. Il reste maintenant la dernière erreur, que vous avez dû aussi voir, ou bien l'avant-dernière, il y a encore une autre erreur, c'est que je n'ai pas rempli cette partie-là, le capot n'est pas rempli du fluide, c'est pas normal. Cette partie-là est communicante avec la calandre, avec le reste de la calandre, donc je dois mettre le fluide jaune à l'intérieur du capot, comme ceci. Où est-ce qu'est la dernière erreur? Il y a encore une dernière erreur. Nous avons dit qu'on devait respecter impérativement, quand cela était possible, le contre-courant. Or, dans le choix que j'ai présenté, j'ai un co-courant
dans ma calandre et enfin, entre le fluide circulant dans la calandre et celui dans le tube. Regardez bien, ça a le même sens. Ça a le même sens. Par conséquent, je vais inverser la circulation de l'un des fluides. Je vais par exemple ici faire circuler le fluide côté calandre en entrant par la tubulaire inférieure comme ceci et je ressors par la tubulure supérieure. Là, j'ai respecté un contre-courant dans tous les changeurs. Bien, c'est ce que je viens de faire, donc ce n'est pas la peine que je reprenne ça. Allons observer un autre type d'assemblage. On va l'appeler l'AJM. AJM. Alors la J, la calandre J, c'est celle qui présente un nombre impair de tubulures, 3. La A, la boîte avant A, vous la connaissez. La boîte à fond plat, boulonné, qu'on vient boulonner sur la boîte. La M, c'est un fond bombé. C'est un fond bombé, c'est-à-dire c'est exactement l'opposé de la B. Alors faisons cet assemblage. D'abord présentons les trois pièces, les trois parties, les voici, et faisons cet assemblage. Alors évidemment, le problème se posera. Le fluide dans la calandre qui circule dans la calandre, il entre par une tubulure ou par deux tubulures. Et bien, on verra les deux cas. On va voir les deux cas. Fluide entrant par une seule tubulure et fluide entrant par deux tubulures. Donc faisons les deux cas. Donc je vais avoir deux entrées. Donc je vais rentrer par les deux tubulures inférieures et ressortir par la tubulure supérieure, celle qui est au toit. Et à l'inverse, dans la partie inférieure, on me dit qu'il y a une seule entrée. Je vais entrer par la tubulure supérieure et ressortir par la tubulure inférieure, comme ceci. Voici, j'entre. Je vais placer mes chicanes en prenant la précaution, évidemment, que l'ouverture de la calandre, la fenêtre, soit située en haut. Si vous faisiez ici, ça va faire un court-circuit. Donc je vais faire maintenant la circulation au sein de la calandre. Regardez bien le zigzag qui va arriver. Je remplis, voici. Voilà, je répète, regardez bien s'il vous plaît. Voilà, là vous avez une circulation presque à 90 degrés avec les tubes. C'est un écoulement croisé que j'ai réalisé. Ou pour augmenter la vitesse, je ne vais pas parler de ça, mais j'ai déjà fait, mais je vais juste dire, pour augmenter la vitesse, vous avez intérêt à rapprocher, mais pas trop, les chicanes entre elles pour pouvoir accélérer le fluide côté calandre. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie que voici, où cette fois-ci, je vais entrer par la tubulure supérieure. Par conséquent, il va y avoir un grand débit qui va entrer, puisque là, le débit est divisé par 2. Là, tout le débit va être reçu par le faisceau, donc je dois le protéger par un système de déflecteur, comme ceci. Donc je mets mon déflecteur pour pouvoir fractionner ou bien briser le jet et protéger de l'érosion et de la vibration également mon faisceau. Voilà donc vous avez votre circulation donc dans la J où l'écoulement est divisé. Alors n'oublions pas ce qu'on a dit, la calandre E permettait une seule passe côté calandre, la F deux passes côté calandre, la G c'est un écoulement fractionné en deux circuits parallèles, la H c'est un écoulement fractionné en quatre circuits en parallèle, la J c'est un écoulement divisé. Et enfin la X, que nous avons, on verra ça un peu plus tard. On va maintenant aller voir maintenant. Oui, ça on l'a déjà dit, pour ce qui est du déflecteur. Alors je vais juste, parce que ça m'a été, enfin c'est déjà présent sur mes diapos, mais beaucoup de questions m'ont été posées sur ce fameux déflecteur. J'ai répondu à ceux qui m'avaient posé la question à travers une photo que je vais vous présenter là ici. Voici votre déflecteur. Donc ce sont des pièces qui ont la forme soit circulaire, soit rectangulaire ou carrée, qui se placent juste en face du déflecteur, au-dessus du faisceau, pour pouvoir briser le jet et protéger le faisceau. Donc vous voyez ici l'emplacement de ce déflecteur qui est là pour protéger le faisceau de toute vibration, mais également de l'érosion des tubes. Donc voici un peu ces caractéristiques
Voici comment ce qu'on appelle en anglais une pigment plate. Alors voilà ce qu'on vous dit. Lorsque vous avez travaillé avec des fluides monophasiques, quand est-ce qu'il faudra placer un déflecteur? Eh bien, on vous dit donc, dès que vous dépassez 2235 pascal, pour les fluides monophasiques, vous devez munir votre système, votre faisceau, vous devez le munir d'un déflecteur qui sera placé en face de la tubulure d'entrée. Pour tous les autres liquides, vous devez placer ce déflecteur dès que vous dépassez 745 pascal. 745 pascal. Alors voyons un peu comment ce qu'il est, un peu les caractéristiques de ce déflecteur. Donc je vais choisir d'abord un déflecteur de forme rectangulaire, comme ceci, le voici, de longueur grand L et de largeur grand W. Donc voilà les caractéristiques. D'abord, on va déterminer cette fameuse hauteur, la hauteur sous la tubulure. À quelle hauteur doit être placé mon déflecteur? Bien, on me dit, alors voilà, je mets les tubes, je mets mon déflecteur. L étant la longueur, là j'ai fait la coupe de l'échangeur, c'est pour ça que vous voyez ces cercles, c'est les tubes qui sont coupés pour pouvoir voir la largeur de votre plaque tubulaire. Pardon, la largeur de votre déflecteur, désolé, hein, de votre déflecteur. Donc voilà à quoi sert le déflecteur, à briser le jet, mais il comporte également des orifices, hein, des orifices. Donc vous allez maintenant voir les dimensions, on va faire un dimensionnement. D'abord notons dt, d grand T, c'est le diamètre de l'ouverture de la tubulure, le voici, d grand T, le diamètre de l'ouverture de la tubulure. Eh bien on me dit que h, la distance qui sépare le déflecteur de l'entrée, se situe entre le diamètre, il est égal à peu près, il doit être au minimum égal au diamètre de la tubulure divisé par 4. Au diamètre de la tubulure divisé par 4. Maintenant, les dimensions de votre déflecteur, les voici, au minimum. Les voici. Je ne vais pas les reciter puisqu'ils sont écrits ici. Avec D grand T, c'est le diamètre de l'ouverture de votre tubulure, côté calandre. Évidemment, on l'a dit, dès que vous dépassez ces seuils, vous devez impérativement munir votre faisceau d'un déflecteur. Évidemment, je l'ai dit mais je le redis, quand vous entrez par les deux tubulures comme tout à l'heure, je n'ai pas pris ces précautions parce que déjà le débit va être divisé par 2. Donc il y a moins de risque de dépasser ces seuils. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé quand j'ai présenté ici, quand j'ai présenté la diapo d'avant, je n'ai pas pris de précautions, je ne vous ai pas dit j'ai muni ici mon faisceau d'un système de déflecteur pour pouvoir protéger le faisceau. Pourquoi je ne l'ai pas dit? Parce que tout simplement, je m'attends et j'espère que le fait d'entrer par deux tubulures va diviser le débit en 2 et par conséquent, j'aurai des pressions moindres qui s'exerceront sur le faisceau, sur les tubes. En particulier, les tubes les plus externes. Les tubes les plus externes, ceux-là. Bien, continuons. Alors, on va aller voir maintenant les positions des tubulures, justement. Il y a différentes manières de... Ça, j'ai déjà dit. Pourquoi je le fais? Alors, les tubulures. Alors, les positions des tubulures. Alors, vous avez plusieurs manières de placer les tubulures. En fonction des exigences, vous avez par exemple, je vais prendre d'abord le cas d'une passe côté tube. Alors, une passe côté tube, là, voici, je vais assembler un échangeur comme ceci. Boîte avant, calandre et boîte arrière. Je peux mettre les tubulures de cette forme-là avec l'entrée, regardez là, voici, et je vais essayer de respecter un contre-courant. Donc, je vais faire rentrer le fluide côté calandre par la tubulure inférieure comme ceci. Donc, voici pour le cas d'une passe côté tube, une première disposition des tubulures. Mais je peux avoir aussi une tubulure qui va se situer au niveau de la partie centrale des boîtes avant et arrière comme ceci. Je reprends le même schéma, le même échangeur que voici, et je vais mettre côté tube les tubulures dans la partie centrale, comme ceci.
il faut toujours, bien sûr, évidemment, respecter le contre-courant. Je vais aller maintenant présenter le cas où vous allez avoir plusieurs tubes, plusieurs passes, pardon, plusieurs passes. On avait une passe, maintenant on va essayer de voir plusieurs passes, comment que ça se passe. Il faudrait juste munir votre boîte avant d'une cloison de séparation des passes. Donc voici ma boîte avant, voici ma calandre et le couvercle. Donc vous l'avez compris, la boîte avant doit comporter, pour pouvoir réaliser plusieurs passes, elle doit comporter une cloison de séparation des passes comme ceci. Voilà. Et il faut avoir la cloison de séparation des passes. Maintenant, il peut y avoir aussi deux échangeurs placés comme ceci. Alors là, j'ai juste voulu vous présenter, là vous avez une boîte B bombée, où vous avez le bonnet qui est soudé entièrement à la boîte, mais je peux aussi opter pour la boîte A, comme ceci. Donc je vais faire ça, la cloison, et j'ai juste, je pense, oublié, bien sûr, j'ai oublié de mettre ici le couvercle. J'aurais dû faire ça peut-être. Désolé, je le fais rapidement devant vous. Mais ça ne va pas venir facilement puisque l'animation, je dois lui régler son problème. 2 secondes, je le fais. Oh, ça arrête. J'espère que c'est là. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire. J'ai oublié de mettre le couvercle qui est démontable. Puisque je pense que ça, c'est une boîte A. Dans mon esprit, c'est une boîte A. Bien, revoyons maintenant quand je mets deux échangeurs en série, comment que cela passe, comment que ça se passe. Voilà. C'était juste pour vous montrer un peu les positions des tubulures, comment est-ce qu'elles pouvaient s'effectuer. Maintenant, je continue toujours pour vous montrer d'autres assemblages. Je vais passer à la calandre type K, la Cuttle. Je vous avais promis de vous expliquer un peu plus en détail à quoi servait la chicane de niveau, à quoi servait ce renflement qui se présentait au-dessus du faisceau. Ça sera le cas maintenant, je vais vous présenter cela. Donc, je vous présente l'échangeur AKU et BKU. AKU et BKU. Donc A, fond plat, boulonné sur la boîte avant, calandre K, pas symétrique du tout, la plus belle pour moi, et les tubes en U pour ce qui est des fonds de calandre. Voici AKU, mais voici également BKU. Dans les deux cas, n'oublions pas qu'il faut au minimum 2 passes côté tube puisque j'ai affaire à un tube en U. Au minimum 2 passes. Il n'y a pas une seule passe côté tube quand vous avez des tubes en U. Continuons. Donc je vais assembler ces deux échanges, enfin ces deux configurations AKU et BKU dans la prochaine diapositive. Voici le AKU et voici le BKU. Bien. Alors maintenant, on va aller voir ce principe de fonctionnement. À quoi sert cette chicane de niveau? Pourquoi il y a tout cet espace qui est offert au-dessus du faisceau? À quoi il sert? C'est ce qu'on va voir dans la diapo juste après. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la chicane de niveau ou bien le déversoir? C'est une chicane plane qui est placée ici. Alors, la question, à quoi elle sert? Eh bien, si vous voyez déjà, il y a un premier indice, sa hauteur, elle est à peu près égale à celle du faisceau. Certainement, elle sera là pour pouvoir assurer que tout le liquide qui va traverser la calandre doit baigner entièrement, doit immerger entièrement le faisceau. Le faisceau doit se trouver entièrement immergé dans le liquide qui va entrer par la tubulaire inférieure, côté calandre. On va voir ça dans la prochaine diapositive. Alors je commence. Voici donc des photos que j'ai trouvées sur le net, ici, pour cet échangeur AKU. Le voici, AKU, commençant à faire le travail. Voici ma chicane de niveau, faisant entrer le fluide côté calandre jaune, comme ceci. D'abord le fluide chaud, pardon, circulant dans les tubes, et le fluide à vaporiser,
c'est un liquide qui va être vaporisé. Donc ici, le fluide qui va me chauffer, ça doit être la vapeur. Ça doit être un flux de service, une vapeur d'eau, qui va me vaporiser d'un fond de calandre, un fond de colonne, pardon, un fond de colonne. Donc je fais arriver mon liquide à vaporiser par la tubulaire inférieure, comme ceci. Ça remplit cet espace. Vous remarquez que la chicane est là, la chicane de niveau est là. Elle me permet par conséquent de maintenir tout le faisceau complètement immergé dans le liquide à vaporiser. Je suis sûr que tous les tubes baignent dans le liquide à vaporiser. Vous me direz, pourquoi c'est très important? Bah, si la chicane était mal dimensionnée, si elle était sous-dimensionnée, si elle arrivait juste ici, ces deux tubes se trouveraient à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils vont chauffer? Ils vont chauffer l'air. À quoi ça sert de chauffer l'air? C'est une perte d'énergie gratuite. Donc que se passe-t-il? Vous voyez, cette chicane de niveau me permet de garder tous les tubes totalement immergés dans le liquide à vaporiser. Quelle sera sa hauteur minimale? C'est une question que j'avais posée l'année dernière en examen. Eh bien, sa hauteur minimale doit être égale au diamètre du faisceau. Au diamètre du faisceau. Donc, continuons. Maintenant, il va y avoir, lorsque le liquide à vaporiser, qui arrive à une température très élevée, en contact avec le fluide qui circule chaud, qui circule côté tube, il va y avoir vaporisation. Donc, il va y avoir de la vapeur qui va être émise, qui va s'échapper pour sortir par la tubulaire qui est au toit, par la tubulaire qui se situe sur le toit de ma calandre, comme ceci. Bien, alors la question est pourquoi on a opté pour cette grande, cette zone de désengagement qui est là. C'est pour que même si la vapeur en s'élevant, puisqu'elle est plus chaude, en s'élevant, même s'il y a des gouttelettes qui sont transportées avec la vapeur, elles ont de l'espace pour pouvoir tomber. Elles vont retomber par gravité. Donc le liquide qui serait éventuellement emporté lors de la vaporisation de votre liquide, eh bien ces vapeurs vont progressivement se débarrasser des gouttelettes de liquide à vaporiser transportées avec elles. Ce qui fait qu'au toit, vous récupérez presque de la vapeur pure qui ne contiendra que de la vapeur, aucun liquide entraîné, et qui sera riche en volatile, en produit le plus volatile. En revanche, le surplus qui s'écoule par ici, il sera lui, quant à lui, riche avec le produit le moins volatile. Le moins volatile. Donc, je répète, voici ce qui se passe. Donc, conclusion, la question que j'ai posée en examen l'année dernière, à quoi sert cette zone de désengagement qui se place au-dessus des tubes? C'est pour permettre aux gouttelettes qui pourraient être éventuellement transportées par la vapeur lors de son ascension de retomber par gravité. De retomber par gravité. Si bien qu'au toit, j'obtiens de la vapeur qui est pure, qui ne contient que de la phase vapeur riche en produits, en composés le plus volatile, que je vais injecter ensuite, je vous ai dit, je prenais ça d'un fond de colonne. D'un fond de colonne. Donc je prends ça d'une colonne, je reprendrai ça en détail, donc c'est pour ça que ce n'est pas très bien élaboré ici, parce que tout ça, va être fait. Donc j'ai un fond de colonne que je n'arrive pas à vaporiser. Je le fais arriver par la partie inférieure dans mon échangeur AKU. Ensuite, la fraction vapeur remonte. Il y a très peu de gouttelettes qui vont être transportées puisque j'ai affaire à cette zone qui me permet de désengagement, qui me permet de me débarrasser d'une grande quantité de liquide qui pourrait être éventuellement transporté par la vapeur lors de son ascension. Alors qu'est-ce que je présente ici? C'est un échangeur. Ce n'est pas un tube en U, c'est une tête flottante. C'est une tête flottante. Donc c'est un échangeur, ce n'est pas AKU, ça doit être certainement AKT ou bien AKS. Comme on ne peut pas distinguer les deux, il faut voir juste est-ce qu'il y a la fameuse contre-bride. S'il y a la contre-bride, c'est la S. S'il n'y a pas de contre-bride, c'est directement, parce qu'on ne peut pas voir, j'arrive pas moi à voir, s'il y a directement le fond qui est boulonné
À la plaque tubulaire mobile, c'est la T et non pas la S. Bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est des schémas que j'ai pris sur le net. Voilà, ça, c'est juste pour vous dire que ce système me permet de réaliser jusqu'à 80% de vaporisation d'un fond de colonne. La séparation est très intéressante puisque la vapeur contiendra le composé le plus volatile. Le liquide, quant à lui, contiendra la partie, le composé le moins volatile. Donc ça me permet de séparer les deux. La zone de désengagement me permet de me débarrasser du liquide qui aurait pu être entraîné par la vapeur. La hauteur minimale du déversoir, elle doit être, pardon, au moins égale au diamètre du faisceau pour m'assurer que tout le faisceau est entièrement immergé tout le temps dans le liquide à vaporiser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà. On a présenté le U, mais on a présenté également les têtes flottantes. Je vous ai parlé juste comme ça rapidement, mais on reverra tout ceci. La circulation est évidemment naturelle puisqu'il n'y a pas de pompe qui fait arriver. Rappelez-vous, quand je vous ai montré le schéma, ça arrivait par simple gravité. Parce que c'est, voilà, ça arrive par simple gravité. Par simple gravité, le liquide arrive au niveau de la calandre K. Ce n'est pas un écoulement forcé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pompe ici pour pouvoir accélérer le liquide. C'est pour ça qu'on dit la circulation est le plus souvent naturelle. On n'a pas besoin de mettre de pompe. En revanche, l'échangeur AKU ou bien ce que vous voulez doit se situer au même niveau. Vous n'avez pas, s'il est impossible que vous puissiez faire arriver votre liquide à vaporiser si vous placez votre échangeur ici. Il faut que ce se situe au même niveau que le fond de calandre, que le fond de colonne, pardon, que le fond de colonne. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cet échangeur. C'est la calandre la plus chère, c'est la plus belle, mais c'est la plus chère. Je l'ai présentée avec vous, vous la connaissez à présent, vous savez à quoi servent toutes les parties de cette calandre. Et maintenant, je vais m'arrêter ici parce que je ne vais pas présenter le reste. Ce sera l'objet d'une autre séance où nous verrons toujours ces classifications avant d'aller aborder le dimensionnement proprement dit. Et pour cela, j'adopterai la méthode de Kerr, mais je vous l'ai dit, j'ai déjà dit dans la chaîne, dans la playlist de l'année dernière, c'est une présentation très simpliste de la méthode de Kern. Je ne vais pas faire le dimensionnement ni du degré d'ouverture des chicanes, ni de leur emplacement, l'espacement B entre elles. Je vais juste m'intéresser à la surface offerte à l'écoulement côté calandre, le calcul de H intérieur à H extérieur pour pouvoir accéder au coefficient global de transfert de chaleur U et pouvoir dimensionner mon échangeur. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas trop m'étendre et m'étaler. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Je pense faire une pause encore, puisqu'on est quand même arrivé à faire beaucoup de choses. D'ici là, prenez soin de vous, comme je dis, et à très bientôt, je l'espère. Donc la prochaine séance, sera très courte, je parlerai juste de ça. Voilà, bon courage, au revoir.